Ce programme vous est offert par Dame Besson, numéro 1 des sauces et condiments créoles en Guadeloupe. Nicolas Thomas a de l'eau de mer dans les veines. Il multiplie cette année encore les courses. Nous l'avions déjà rencontré en décembre pour parler de sa passion et ses projets. Terre de Bas fit connaître son passé industriel au travers d'un projet de réhabilitation de la poterie Fidelin, à découvrir aussi pour la beauté des lieux. Tous les jeunes Saint-Ouen, il aime la mer. Et il était le plus... C'est sûr que quand je regarde bien, quand je réfléchis à sa petite enfance, eh bien, il était donc souvent dans la mer. On vivait à côté en fait. On vivait pas loin. Il allait à la pêche marine et puis il prenait de beaux poissons. Donc c'était un bon pêcheur. Au contraire à moi, la pêche marine c'était pas mon fort. Je me débrouillais. Mais bon, et lui, quand je voyais qu'il faisait le choix de son poisson, je me disais c'est un enfant qui est né dans l'eau quelque part. Voilà, donc c'est surtout ça par rapport à ses autres frères. Il était plus souvent dans l'eau que les autres. Nicolas Thomas, il a commencé assez jeune, il a commencé déjà par découvrir la mer, on se baignait avec les copains, voilà, c'était à l'époque où on allait prendre des plongeons sur le quai entre midi et 2, on sortait de l'école, on voulait tout de suite aller se baigner un petit peu. Donc voilà, le contact avec la mer il a été fait assez tôt. Et ensuite, ouais, on a grandi, on va plus forcément se baigner avec les copains parce qu'on n'a plus forcément le temps. Mais voilà, j'avais toujours cette envie de la mer, donc j'ai pêché avec mon cousin, puis avec mon frère. Et j'ai toujours beaucoup tourné autour de la pêche, de la chasse sous-marine. Mais j'avais quand même envie de faire un peu de voile, parce que je voyais l'UCPA qui faisait de l'obicade, de la planche à voile, ça donnait forcément envie de voir. Ça va vite, ça glisse, c'est fun. J'ai forcément envie d'en faire un peu, mais voilà, pas forcément l'occasion, parce qu'il n'y a pas de club de voile au Saintes. À l'époque, il n'y avait pas moyen vraiment d'en faire assez facilement. Donc c'est assez tardivement, suite à un stage qu'on avait fait avec la mairie qui a organisé, où j'avais pu naviguer avec l'UCPA et là j'ai pu prendre contact avec eux et puis finalement naviguer un peu avec eux à moindre frais et voilà, ça m'a encore donné envie. On a pu naviguer pendant 1 an, 2 ans et voilà, c'était vraiment l'éclat. On était jeunes, on avait le temps, quand il n'y avait pas cours on naviguait, donc c'était sympa. Et après il a fallu faire un choix aussi au niveau formation, donc j'ai pu aller faire un CQP, c'est l'ancien monitorat, c'est le nouveau monitorat de voile, le moniteur de voile. Donc on a pu faire ça et voilà, j'ai pu enseigner du coup à l'UCP un petit peu pendant quelques mois. Et l'objectif de l'année d'après, c'était vraiment de passer le brevet professionnel de moniteur de voile. Mais en même temps, il y a eu Guadeloupe Grand Large qui est arrivé et qui a lancé la formation de course au large en fait. Donc ouais, j'ai choisi plutôt cette option parce que ça me tentait bien, j'avais envie de voir autre chose aussi, découvrir un peu le monde à travers la mer, à travers la voile. Première fois où je suis parti pour travailler l'Atlantique, d'ailleurs c'était à la G2R, c'était en double à l'époque. Mais il y a eu vraiment tout un travail avant du coup avec la formation où on a découvert finalement ce monde, comment ça fonctionne, comment traverser, comment on faisait avant pour traverser. Maintenant c'est plus facile, il y a le GPS, la technologie qui permet de se localiser facilement et de retrouver facilement son chemin. Mais il y a eu toute cette approche durant ces 2 ans de formation qui m'a permis de savoir comment ça se passe et où je vais aller, que je pars pas dans l'inconnu total. C'est sûr qu'il y a une petite part d'inconnu, c'est la première fois, on était tous les deux avec François Guy Bourdin d'ailleurs. Donc tous les deux, première fois qu'on traverse l'Atlantique, c'est une petite part d'inconnu, mais j'avais quand même la tête sur les épaules, je savais où j'allais, je savais que j'étais là pour une course. Donc quand même il y avait une motivation hors de juste traverser l'Atlantique. Je traversais, mais je voulais battre celui qui était à côté. Donc c'est vrai que ça me motive un peu plus et ça finalement... Pas comme quand on va traverser pour traverser en solitaire une première fois. On était en double, donc finalement on sait qu'on peut compter sur l'autre, on sait qu'on est ensemble, on sait qu'on peut se rebooster quand ça va pas, quand les moments sont un peu longs. Donc c'était vraiment une bonne solution d'avoir fait une première fois en double. Et puis la deuxième fois en solitaire sur la route du Rhum 2014.
Pareil, il y a toute une préparation quand même en amont. Il y a eu des qualifications assez longues de 1000 milles à faire en solitaire sur le bateau de la course. Donc j'ai pu le faire et m'habituer à être seul à bord du bateau, de naviguer longtemps, de voir personne, de ne pas voir l'horizon. Et c'est pas quelque chose qui me déplaît, je m'y plais vraiment beaucoup à être seul, vu que je suis habitué aussi à ce monde sous-marin où tu es seul, il y a juste les poissons autour de toi et tu peux compter que sur toi-même. Du coup, je le retrouve un petit peu dans ce côté navigation solitaire. De base, je suis pas très superstitieux, mais c'est vrai que quand on arrive en Bretagne ou en Guadeloupe et que il y a certaines choses qu'il faut pas dire, qu'il faut pas mettre à bord des bateaux, machin, tu vas pas te porter la poisse exprès pour montrer quelque chose. Non, tu fais comme tout le monde, tu vas rester cool, tranquille et t'écoutes les autres. Et puis personnellement, j'ai un petit doudou du Stade Toulousain, mais c'est pas forcément le mien, c'est ma compagne qui l'avait et qui m'a dit tiens, pars avec ça te rappellera la maison et puis c'est un petit souvenir, un petit compagnon. Donc finalement sur la H2R je l'avais à bord, sur la route du Rhum je l'avais à bord, sur toute la saison Figaro je l'avais à bord. Donc là je le garde à bord, il fait partie du bateau maintenant. Mais c'est pas, je me dis pas s'il est pas à bord, ça va pas aller. Parce que j'ai pas ce côté très superstitieux, mais il fait quand même partie de la famille et dans les moments où on se sent un peu seul, on peut se retrouver à discuter avec une peluche. Donc c'est le petit côté sympathique et les petits coups de folie qu'on a tous à bord d'un bateau en solitaire. On se fait ces petits délires, mais c'est pas bien méchant, c'est plus pour le moral et rigoler un peu, même si on est tout seul. J'étais fier quand même de lui, mais un côté aussi inquiet, c'est la nuit quand il était sur l'eau. Je me faisais beaucoup d'idées. Alors il y avait deux personnes qui m'avaient sorti ça une fois, je ne voudrais pas être à ta place, et un autre qui m'a dit j'aimerais être à ta place. Alors, il y a les deux, il faut faire avec. Donc il faut les comprendre parce qu'en fait je suis fier d'avoir mon fils qui fait le premier à faire la route du Rhum au Saintes, donc c'est quand même valorisant. Je dis quand même c'est une bonne chose pour lui. Et puis donc mais c'est quand même une inquiétude pour moi de la nuit. Je ne dormais pas comme ma femme me voyait, donc c'est vrai que les nuits quand ça se cassait, j'allais sur l'ordi pour voir s'il était toujours là. Mais après le fait qu'il est toujours dans la compétition, ça c'est son choix. Je ne peux pas. Il veut faire ça, je respecte son choix. Et puis là maintenant je m'inquiète un peu moins. Parce que là j'ai plus confiance en lui. Là maintenant je sais qu'il a fait une bonne traversée, là qu'il maîtrise un peu les choses. Les accidents peuvent arriver à tout le monde, comme dans tout métier. Mais là maintenant je suis moins inquiet. Et je suis toujours fier. Alors les projets ils sont très liés c'est sûr à Guadeloupe Grand Large, c'est la formation. Mais nous, quand je dis nous, c'est Arthur Prat et moi qui est mon collègue du coup de Guadeloupe Grand Large sur lequel on est en double sur le circuit Figaro. En double chacun avec un bateau mais du coup ça forme une équipe finalement. Donc nos projets c'est vraiment une saison 2015, une saison 2016, parce que la saison 2015 c'est très bien passé, très satisfait. Une saison 2016 en Figaro, 2017 également, puis 2018 il y a la nouvelle route du Rhum qui se profile. Donc, forcément c'est un très gros objectif à long terme. Et on va profiter de ces 2 prochaines années encore en saison Figaro pour apprendre beaucoup de choses, parce que de toute façon on côtoie énormément de monde. On se crée un réseau, on travaille avec les meilleurs, on court à côté des meilleurs. Donc c'est que du bon qu'on peut prendre là-dessus et il ne faut pas négliger cet apprentissage sur 2 ans encore, parce que ça reste un apprentissage, même s'il faut faire un petit peu de perf, on essaie d'être devant, mais au jour le jour on apprend énormément, que ce soit en mer ou en salle, à faire des cours théoriques avec du monde nous apporte beaucoup de choses. Mais les objectifs ils sont à long terme sur cette route du Rhum 2018 qui me tient à cœur. Pour le visiteur qui met le pied sur l'île de Terre-de-Bas, il existe un lieu à ne pas manquer. À peine débarqué avec la navette maritime à l'Anse des Mûriers, en direction du bourg de Petite-Anse, au début de la route du Sud, existe une bifurcation sur un petit chemin bucolique qui longe la magnifique baie de Grande-Anse, qui fait face derrière ses îlets à l'île de la Dominique. Au bout du chemin, l'ancien site de la poterie Fidelin, vestige du patrimoine industriel de l'île, chargé d'histoire et d'anecdotes. Les nouveaux propriétaires, monsieur et madame Saint-Luce, veulent à la fois préserver ce site archéologique et lui redonner une nouvelle vie artistique et contemporaine. On aimerait savoir finalement qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre propriétaire de ce site historique.
Parce que c'est un site historique et parce qu'il est situé à Terre-de-Bas. Terre-de-Bas, c'est l'île d'origine de M. Saint-Plus. Et donc, il a estimé que maintenant qu'il avait grandi, il pouvait rendre à son lieu natal quelque chose. Voilà. Et on a entendu dire qu'il y avait des projets. Quel projet? Alors nous avons le projet, alors dans un premier temps il nous faut travailler bien sûr avec les archéologues et les représentants de la DAC, les archéologues, les gens du patrimoine pour essayer de comprendre ce site parce qu'il a déjà été travaillé mais il y a encore des choses à découvrir. Et puis le projet c'est de le restituer tel qu'il est aujourd'hui et d'y rajouter des choses, à la fois une composante moderne et puis mettre l'accent sur l'art et essayer de promouvoir l'art du feu à l'intérieur de ce site. Et sous quelle forme vous envisagez le projet en fait? Est-ce qu'il va y avoir des intervenants Alors il y a une équipe d'intervenants, architectes, gens du patrimoine, archéologues, artistes, puisque nous menons le projet également avec Thierry Allais, le responsable de Frères Indépendants. Et donc tout de pair, nous avons l'intention de mener un projet qui va durer bien entendu plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc nous essaierons certainement de faire quelque chose autour de l'atelier, mais je crois que l'architecte M. Martin va pouvoir vous en parler davantage. Et puis après nous essaierons de faire des résidences d'artistes, des manifestations culturelles aussi. Nous avons déjà fait des contacts aussi avec des musiciens. Vous savez, Terre-de-Bas a donné beaucoup d'enfants qui se sont éparpillés un petit peu partout de la Guadeloupe et qui veulent justement revenir un petit peu de temps en temps, faire des choses, des manifestations pour mettre en valeur leur île. Nous sommes sur un site exceptionnel, l'ancienne poterie Fidelin, sur laquelle nous travaillons, on va dire, de concert avec les affaires culturelles, avec l'architecte des monuments historiques, de façon justement à créer un élément de revitalisation de ce site au travers d'une exploitation qui sera principalement sur le lieu où on se trouve actuellement, le grand atelier, qui va être aménagé de façon à recevoir des expositions, de façon à recevoir, on va dire, un lieu de rassemblement, voilà. En greffant, on va dire, sur ce lieu qui est vraiment empreint de cette pierre, qui est omniprésente, de ces ruines qui vont être de toute façon confortées pour éviter un état de délabrement supplémentaire. Et donc nous allons travailler principalement sur une structure qui va se mettre en contraste avec cette ruine, dans le sens où elle sera relativement contemporaine, avec une possibilité d'être démontée en cas justement d'intempéries, puisque nous sommes sur un site qui est en bordure de mer. Et cette structure va accueillir principalement, on va dire, un centre culturel dédié aux arts du feu. Aux arts du feu, on entend par là tout ce qui est inné à la poterie, donc qui est l'essence même de ce site, mais également aux arts liés au verre et autres. Donc, le but, c'est que les artistes puissent produire et exposer dans ce lieu leurs productions, leurs œuvres d'art, de façon à ce qu'elles soient en résonance, on va dire, avec l'histoire du site. Donc c'est un lien entre la mémoire, d'une part, et ce qui peut être du futur, ce qui peut être de l'interprétation artistique de matières qui sont ancestrales, en termes de manipulation, à savoir la poterie par exemple. Michael Martin, architecte, voilà. Donc je travaille avec M. Pierre Saint-Plus, Dr Saint-Plus, qui est propriétaire du site, justement, sur je veux dire, l'édification progressive de ce projet. Donc là, nous sommes surtout dans un travail de concertation immédiatement, travail justement où les différents acteurs, donc la DAC, les affaires culturelles, l'architecte des monuments historiques, les archéologues et moi-même se concertent pour qu'on puisse avoir, on va dire, la meilleure réinterprétation d'une partie de ce site, de façon à ne pas le dénaturer, mais aussi à créer un élément dynamisant très important dans l'île de Terre-de-Bas, et de façon à créer un point d'attraction, un point qui puisse à la fois attirer notamment ces productions artistiques, mais aussi attirer un certain nombre de congrès éventuellement, de façon à ce que ce site soit revalorisé et remagnifié. C'était là que fait mal grand ça là. Était les morts de cabine ensemble, mais pas de cavoué, des moulins,
J'ai fait poterie. Poterie là, c'était potiche. Terrine en terre. Tessini, comment on dit que je terrine. Bon, les Tous les ustensiles de maison, quoi. J'ai fait potiche. Potiche, terrine, pot de chambre. Déjà aussi. Déjà, c'est des machins, ça servait de baril. Pour mettre de l'eau. Pour mettre de l'eau. Et l'eau restait toujours fraîche. Toujours fraîche. Voilà. Et là, la poterie à cette époque dont Madame parle, la poterie c'était le point culminant de Terre de Bas. C'était où se passait tout. C'était comme la zone industrielle de Jarry, parce qu'il y avait une usine. Hein? On exportait la poterie et même le bradin aussi. C'était exporté. On faisait le bureau. On faisait le bureau à Terre de Bas. Et à cette époque, l'agriculture et la pêche, surtout l'agriculture, tous les Saint-Ouen de Terre de Bas cultivaient énormément. Terre de Bas était réputée pour son coton, pour son maïs, et enfin pour tous les pois, le café, et il y avait le raisin aussi à Terre de Bas. Les prêtres de l'époque faisaient leur vin eux-mêmes. Hein? Oui, donc, ici il y avait tout. Hein. Il y avait tout. Parce qu'on ne se déplaçait pas facilement non plus lorsqu'on était sur l'île. Donc, les moyens de locomotion n'étaient pas comme maintenant. Canots. Tout était fait en canot. Les marins arrivaient très tôt, ils prenaient leur départ ici pour aller à la pêche. Et chaque jour, il fallait aller jusqu'à Pointe-à-Pitre vendre le poisson. C'était vraiment dur à l'époque. C'était à voile, il n'y avait pas de moteur. Et c'était à voile et à la rame. Il n'y avait pas de moteur. On part à 5 h, on y va à 4 h avec des petits qui avaient bleu. Les bleus. C'était une journée en mer. C'était une journée pour aller à Basse-Terre. C'était le meilleur endroit de Terre de Bas pour pique-niquer. C'est où tout le monde se rassemble. Les vacances, période de... On arrive. Pendant les vacances, c'était le point. Tout le monde s'installait. Tranquille. C'était convivial. C'était convivial. Ouais, on pique-niquait et puis on se mélangeait, quoi. Il n'y avait pas de soucis. Et les gens allaient pêcher leurs poissons pour pouvoir les griller sur place. Je suis archéologue et j'ai travaillé ici à partir de 2002 sur le site Fossier et Fidelin. J'ai commencé à faire des fouilles archéologiques et pour étudier la céramique coloniale, puisqu'à l'époque on ne travaillait pas du tout sur cette période-là, on travaillait beaucoup sur l'amérindien et j'étais une précurseur sur la céramique coloniale. Donc monsieur Xavier Rousseau, qui était alors ingénieur à la DAC, m'a proposé de venir pour commencer à faire des fouilles ici. Et lorsque j'ai vu ce site, j'ai dit bah oui, je vais absolument faire des fouilles ici. Et donc j'ai commencé à étudier, à exercer mon regard sur la céramique coloniale. J'ai été aidée par des locaux, comme monsieur Célina, voilà, qui va expliquer son rôle sur le site. Moi, j'étais en train de fouiller avec madame et trouver quelque chose de bon, les petits machins, les petits poteries, et machin aussi. On avait trouvé aussi des petits carreaux bien anciens qu'on avait. C'est peut-être comment dire. Le potier qu'il a mis là, je ne sais pas. Mais tout le monde ne veut pas faire n'importe quoi. Parce que moi, j'aime bien travailler avec madame. Il me dit bon, c'est ça, je le fais. C'est bien, oui. C'est mal, dis-moi, je le recommence. C'est comme ça. Votre collaboration à tous les deux, elle s'est montée comment? En fait, je suis venue, on n'était pas très nombreux au départ et puis ces personnes se sont présentées à moi. Moi j'ai dit oui, je veux travailler avec des personnes d'ici. Et j'ai commencé à leur apprendre à fouiller tout doucement, parce que c'est pas évident, parce que c'est un métier très dur, très physique. Surtout au niveau colonial, c'est de la terre, c'est de l'argile à soulever, des roches à transporter. Et on n'a pas tout de suite le résultat de la fouille. Il faut être patient, il faut y aller progressivement
on n'a pas forcément l'œil exercé pour connaître en fait les niveaux de sol, où il faut s'arrêter, comment il faut comprendre la stratigraphie. Donc je leur ai dit venez, mais ça va être dur et il faut rester au moins 3 semaines, 15 jours pour que vous compreniez bien ce que je veux de vous. Et ils sont restés, effectivement, et là, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont compris. Parce qu'il y a toute une procédure dans la fouille qu'ils ont adaptée, qu'ils ont apprise. Ouais, c'est ça. Et là, ils se sont rendus compte, oui, c'est super, on a compris, maintenant on sait ce que c'est que fouiller un mur, que d'avoir un niveau de sol, que de respecter les étapes pour fouiller. Et donc, ils ont été satisfaits de la fouille comme cela. Et certains ont poursuivi la fouille. J'en suis vraiment très, très contente de ces récipients. Et ces récipients, je vais vous montrer des exemples de récipients qu'ils produisaient à l'époque. Thomas, Thomas, vous savez ce que c'est? Voilà, marmite Valoris, parce qu'à l'époque, ce type de vaisselle était importé de France, de Valoris, mais en plus, elle était Je viens présenter des poteries que je fabrique à Terre de Bas, dans un atelier qui est à 2 km d'ici. Alors donc je présente des masques que j'appelle Céraïbe, c'est le mélange de céramique et caraïbe. Donc c'est tout simplement des pots de fleurs, plutôt pour orchidées et épiphytes. J'essaye que ce soit des pièces uniques en fait. Donc là c'est des réalisations qui sont fabriquées, c'est pas vraiment de la poterie traditionnelle, c'est un mélange de terre et de ciment. Donc c'est de la poterie ultra rapide et new age en fait si on veut. Il n'y a pas besoin de le cuire, c'est cuit chimiquement. Et ça c'est des modèles, c'est des protos. C'est des modèles qui sont tirés des formes à sucre qui étaient fabriquées sur ce site il y a assez longtemps. Et qui sont pas du tout pour le sucre maintenant, mais c'est des pots Riviera anti-moustiques. Les moustiques rentrent pas dedans. Alors il faut refaire. Alors je fais comme ça. Ouais, tu redéfais tout. Je fais une boule. Ça va bien. Voilà, maman, là, je fais tout ce que je... T'as vu, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, oui. C'est lourd, hein? Ah oui, je vois ça. Ah oui, ça se voit, hein, elle est déjà... Parce que si tu mets trop d'eau, après ça va pas sécher. C'est vrai? Ouais. Mais on doit mettre pas beaucoup. Normalement pas trop. Non, tu prends tes mains dedans, en fait. Regarde, on a les je vois pas comment ça se Je vous demande de l'applaudir parce que pour sauvegarder ce patrimoine-là, il faudra encore du travail, il faudra encore beaucoup de transpiration, mais c'est en marche. Je voudrais dire à Pierre merci. On peut avoir un rendez-vous avec la culture, avec le patrimoine, et en même temps entretenir des liens de convivialité. Et je vous remercie vraiment par votre présence de témoigner de l'intérêt qui est le vôtre pour ce site extraordinaire. Alors généralement, les journées du patrimoine, c'est souvent des lieux extrêmement prestigieux. Il y a le lustre des palais de la République. D'ailleurs, la préfecture est ouverte aujourd'hui. Il y a des lieux extrêmement célèbres. Et puis, il y a aussi, dans les journées du patrimoine, des sites comme celui sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est du patrimoine à plusieurs titres, naturellement, parce qu'on est sur un site dont on pourrait dire à une époque
qu'il a quasiment été industriel. Il y a eu ici des productions importantes, très importantes pour toutes les sucreries de la Guadeloupe. Plusieurs milliers de pièces qui étaient produites ici chaque année. C'est un site remarquable parce que, ressentez bien, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons mesurer ici. Nous mesurons une immense émotion parce que nous sommes sur un site qui est heureusement préservé et qui a un avenir, mais en plus nous sommes sur un site qui n'illustre pas la grandeur, qui n'illustre pas des prouesses architecturales, mais qui témoigne du savoir-faire des hommes et quelquefois même, nous le savons, vous et moi, la souffrance des hommes. Merci pour votre fidélité. En attendant notre prochain épisode ou votre venue dans notre archipel, suivez-nous sur les réseaux sociaux, lessaintresa.fr ou JT des Saintes sur Facebook pour le fil de l'actualité. Journal des Saintes sur Dailymotion pour voir ou revoir nos émissions.